Pour résumer, donc, nous avons eu 4 matinées d'audition qui ont été menées les 19 janvier, 2 et 23 février, ainsi que le 9 mars, pour lesquelles un rapport d'audition vous a normalement été transmis. Un groupe de travail a été créé pour formuler différentes conclusions. Le groupe de travail était composé de moi-même en ma qualité de président, de 4 rapporteurs désignés lors de la première audition que nous avons menée. Pour mémoire, il y avait M. Courard pour la commission en charge du logement et des pouvoirs locaux du Parlement wallon, M. Casier Cornilly de Meuse pour la commission en charge de l'enseignement supérieur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. M. Casier également avait la casquette au nom de la délégation détachée du Parlement bruxellois et la commission en charge de l'éducation du Parlement francophone bruxellois. Il y avait des représentants des autres groupes politiques, à savoir Mme Gréoli pour le CDH, M. Beny pour le PTB et M. Vossart pour DEFI. Je vous prie de noter également que la commission du logement et des pouvoirs locaux a mandaté en date du 8 juin dernier M. Demeuse pour remplacer M. Courard qui était en mission à l'étranger. Alors il y a différentes recommandations. C'était peut-être pas encore. C'est pas grave. Je vous enverrai le texte. Et donc je vous propose de laisser la parole peut-être aux différents rapporteurs. Monsieur Casier d'abord, pour vous faire un petit exposé. Oui, merci Monsieur le Président. Et d'abord, ce sera un petit peu incongru au sein de ce Parlement, mais mag ik ook onze Nederlandse collega's verwelkomen vandaag in het parlement van de Franse gemeenschap. Ce sera probablement rarement fait en néerlandais, mais comme ça a été fait. Je vous remercie Monsieur Matthias van den Borre d'être présent à nos travaux, qui est membre de la délégation parlementaire bruxelloise. Vous avez rappelé la méthodologie, Monsieur le Président. Peut-être un petit mot pour vous dire que la volonté, et j'espère que nous allons arriver à le concrétiser concrètement devant tout le monde maintenant, c'est que ce texte puisse faire l'objet du plus large soutien possible de l'ensemble des groupes parlementaires francophones, puisqu'il concerne évidemment avant tout la question de la précarité étudiante au niveau francophone. C'est la forme sous laquelle nous avons travaillé. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les rapporteurs, avec donc M. Cornilly, M. Demeuse, M. Courard et moi-même, avons à plusieurs reprises fait l'exercice de synthèse de différentes, au début, recommandations évoquées lors des auditions, par la suite recommandations et amendements variés et divers de tous les groupes parlementaires. Nous avons laissé à différents moments du temps aux différents groupes parlementaires pour nous revenir avec des amendements concrets et je crois que nous aurons le plaisir de vous présenter dans quelques instants un texte finalisé qui, sauf erreur de dernière minute, prendra la forme d'une résolution interparlementaire, c'est-à-dire que chacun des parlements concernés, sauf la COCOF, j'y reviendrai dans 2 instants, prendra en considération au sein de sa plénière le texte sur lequel nous allons maintenant nous mettre d'accord sur les principes et le cadre général. Cela veut aussi dire, et c'est pour ça qu'il était important que nous soyons tous présents, qu'évidemment l'objectif c'est que le même texte passe dans l'ensemble des parlements et que donc s'il doit y avoir des dernières remarques, il serait souhaitable qu'elles soient formulées ici et maintenant pour que nous puissions avoir un texte commun dans l'ensemble des parlements. Je disais sauf pour la COCOF, puisque pour la COCOF, la notion de résolution interparlementaire n'existe pas réglementairement et donc nous réaliserons un travail là d'une résolution au nom de la COCOF, mais le texte sera lui aussi le même. Tous les éléments qui n'ont pas attrait à la COCOF glisseront dans les considérants, mais donc nous aurons le même texte dans les 4 Parlement. Voilà ce que je voulais dire en entame. Peut-être laisser la parole aux 2 autres rapporteurs présents. Profiter de l'exercice pour excuser l'absence de M. Courard qui est en Arménie en mission officielle. Et puis nous prendrons le temps de présenter l'ensemble du document. Merci M. Casier. M. Cornilly. Oui. Mais, chers collègues, pour certains d'entre vous, je vous rencontre pour la première fois et bienvenue ici dans nos locaux pour évoquer ce travail qui a été fait suite à ces auditions d'experts dans le cadre d'une politique dans laquelle nous voulons nous activer toutes et tous parce qu'il en va tout simplement du quotidien de nos étudiants, des conditions de vie de ceux-ci, dont on sait qu'elles ont été notamment impactées par la crise sanitaire. Et ce travail d'audition, il a été mené aussi au-delà de l'aspect ponctuel de la crise sanitaire, avec les réponses qui ont été pour partie déjà apportées. Il a été aussi fait dans une
perspective plus structurelle à long terme, parce que face à un tel fléau, c'est effectivement des réponses structurelles qu'il faut apporter. Et donc, nous avons, dans la foulée des auditions, voulu, avec mes collègues, travailler sur une série de propositions, d'idées et d'orientation finalement dans lesquelles nous pensons que nous devons, nous parlementaires, nous engager. Alors on sait très bien que effectivement ça prendra du temps, mais c'est une forme de feuille de route. Du temps parce que tout ne se fait pas du jour au lendemain, du temps parce qu'il faut parfois confronter cela à la lecture budgétaire, et on sait que la situation n'est pas simple en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pas que en Fédération Wallonie-Bruxelles. J'insiste là-dessus, et c'est notamment l'intérêt de nous rassembler, c'est parce qu'il faut immanquablement que chacun d'entre nous, alors nous avons des doubles casquettes la plupart du temps, mais que chacun d'entre nous, on prenne notre bâton de pèlerin pour aller dans nos parlements respectifs, continuer, une fois que nous serons d'accord bien entendu sur les grandes orientations qu'on présentera ensuite, tout simplement à les mettre en œuvre, parce que la précarité étudiante, ça n'est pas que l'affaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est l'affaire de l'ensemble des parlements à travers les compétences sur la réalité institutionnelle belge qui est la nôtre, et nous devons donc y œuvrer toutes et tous là où nous siégeons, quel que soit d'ailleurs le côté du banc dont on siège. Voilà pour l'introduction générale, et je voulais d'ores et déjà vous remercier pour l'attention, j'espère, et la bienveillance que vous réserverez à ce texte qui, parce qu'il est voulu de manière large et consensuelle, peut toujours effectivement être commenté, et on peut toujours vouloir le corriger, mais il y a un moment donné, nous devons passer à travers, compte tenu des éléments de contexte que j'ai déjà mis sur la table, et compte tenu aussi des actions des gouvernements dans les institutions concernées. Voilà pour moi à ce stade. Merci aussi aux équipes qui nous soutiennent dans le travail, et à mes co-rédacteurs. Merci. Monsieur de Meuse. Je vous remercie, Monsieur le Président, et pour rejoindre ce que mes deux collègues rapporteurs viennent de dire, je voulais remercier également l'ensemble des parlementaires présents aujourd'hui, parce qu'effectivement, il faut réinsister peut-être sur le travail inédit qui a été mené ici, en regroupant des commissions de 4 parlements, au sein ici des locaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est la première fois que ça arrivait, et autour d'une problématique qui est particulièrement importante, qui nous touche toutes et tous, et cette thématique de la précarité étudiante, avec ces 2 mois d'audition qui ont été extrêmement riches en informations, extrêmement riches en témoignages, en input finalement de ce qu'on pouvait à un moment donné proposer en termes de réponses politiques. Et c'est justement tout le travail qu'on vient de mener au cours des dernières semaines, d'abord au niveau des rapporteurs, et puis au niveau du groupe de travail avec l'ensemble des groupes politiques. Et donc là aussi, je tiens vraiment à remercier à la fois les collègues de la majorité, mais aussi les collègues de l'opposition pour le travail constructif et les propositions d'amendements et vraiment de volonté d'aboutir à quelque chose de concret pour répondre à cette problématique de la précarité étudiante, pour répondre aussi effectivement avec des mesures qui soient des mesures structurelles, mais qui ne tardent pas non plus à se mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle on souhaite vraiment avancer ici avant la fin de la session, pour aboutir dans l'ensemble des parlements à un texte qui puisse être adopté sous forme de résolution interparlementaire, comme M. Casier le disait, dans l'ensemble des séances plénières de tous nos parlements respectifs. Voilà, je ne serai pas plus long pour l'introduction, mais je tenais à préciser ces quelques éléments. Merci, Monsieur de Meuse. Monsieur le Président, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si Mme Rotti a déjà distribué. Non, voilà. Comme ça, vous aurez le texte devant vous, et nous allons le parcourir ensemble, tous les groupes politiques confondus, en tout cas sur son dispositif. Vous dire que, puisque c'est la forme d'une résolution interparlementaire, eh bien, nous avons respecté la forme qu'il se doit à un tel texte, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un résumé, il y a ensuite les développements. Les développements font principalement présentation des auditions et expliquent ce qu'il s'est passé dans le cadre de ces auditions. Ils sont très courts, les développements sont très courts, et ils renvoient principalement au rapport. Et puis, il y a évidemment tout un ensemble de considérants. Ces considérants ont, pour les résumer très grossièrement, attrait à quelques éléments de principe, comme il se doit pour des considérants. Ils rappellent d'une part
que la Belgique est signatrice du pacte international relatif aux droits économiques, donc le pacte de New York. Il rappelle ensuite évidemment la crise sanitaire que mes deux co-rapporteurs ont rappelé au début. La précarité préexistante évidemment des étudiants est renforcée par cette crise. Ils font aussi rappel à l'enquête qui avait été commanditée par le gouvernement précédent, BDO, sur les conditions de vie étudiantes. Ils font après présentation, mais avec une petite subtilité que je présente. Je remercie encore le CDH pour cette proposition de compromis. Ce n'est pas en considérant les déclarations de politique, mais en rappelant, on rappelle donc les différentes déclarations politiques. Un petit ajout, vous le voyez dans le texte, concerne les déclarations de politique régionale et communautaire de la COCOF. Et il y a par la suite des éléments importants concernant évidemment les questions budgétaires et le cadre général dans lequel se pose ce texte. Et puis, ceci présente tous les éléments de contexte et je propose, et nous allons faire un numéro, j'allais dire de duettiste, mais c'est un peu plus que de duettiste. Nous allons faire un numéro à 1, 2, 3, 4, 5 groupes parlementaires pour vous présenter le texte. Et je pense que ce souci aussi démontre toute la volonté de travailler en commun que nous avons souhaité mettre en place. Et je cède alors tout de suite la parole à Monsieur Cornili, qui présentera, si Monsieur le Président le veut bien, bien sûr, pardon. Je sortais de mon cadre, je m'en excuse. Je vous en prie. Ah oui, et peut-être effectivement une Il remarque. y a Monsieur Vossard qui a au préalable demandé la parole. Oui, et peut-être que d'autres groupes allaient s'exprimer avant la discussion sur le texte même, mais c'est de dire qu'évidemment, de notre côté, vous nous avez cité, on a participé à ce groupe de travail. C'est vrai qu'on avait relancé, mis sur la table certains amendements qui, pour une part, ont été repris. Je reviendrai sur un point qui nous semble, peut-être pour nous avec une réserve assez importante. Par contre, on est satisfait du travail qui a été mené pour, je dirais, plus de 95% des recommandations. C'est un de mes collègues qui a dit que c'était une feuille de route. Ce qui pour nous est important, c'est d'être sûr que cette feuille de route soit appliquée, applicable et réaliste. Et donc c'est vrai qu'au niveau de la question de l'engagement budgétaire et surtout de cette question fondamentale du financement pour une partie des éléments qui se retrouvent en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment, puissent être pas dans un sens de définancement, mais plutôt d'un soutien à toutes les aides qu'on peut apporter aux étudiantes et aux étudiants. Et je terminerai là-dessus, qu'il est important de travailler maintenant sur l'application des mesures avec un objectif et une évaluation. Alors je sais qu'on participera à la présentation d'une partie des recommandations, mais notre réserve que nous avions concerne justement le Minerval. Et quand on parlait de voir l'après-crise, eh bien c'est pas parce que notre objectif évidemment c'est d'empêcher que justement des questions financières puissent être un obstacle à l'accès aux études. Ça nous semble vraiment une ligne de conduite qui est logique, mais en tout cas, il y a plusieurs moyens d'y arriver, et donc nous avons cette réserve, ce qui justifiera plus tard une abstention de notre groupe sur cette question, mais pour le reste, nous sommes tout à fait dans l'esprit des propositions qui sont faites, et nous allons d'ailleurs participer à la présentation, notamment sur la question du non-recours au droit. Je vous remercie pour ce travail constructif. Merci. Madame Grelier, un petit mot aussi. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie les rapporteurs d'avoir contextualisé et recontextualisé le travail et l'ambiance de travail dans laquelle nous avons fonctionné. Et donc, je tiens à dire que c'est malheureusement sur base du constat de la précarité des étudiants que nous avons atteint ce niveau de qualité de travail en commun qui a permis à la fois à la majorité et à l'opposition de contribuer à ce rapport. Je pense que les représentants de l'ensemble des groupes parlementaires représentés ici ne diront pas autre chose. Et donc c'est avec plaisir que nous nous réjouissons d'être tous ici présents aujourd'hui et de pouvoir ainsi finaliser ce que je veux être très clair, c'est-à-dire une étape de notre travail en commun qui, comme M. Vossard vient de le dire, nécessitera à la fois évaluation et suivi
et ainsi que, sans doute, un travail ultérieurement dans le cours de la législature pour pouvoir voir les impacts de nos recommandations conjointes. Merci. Monsieur Cornili. Oui, et donc comme on l'a proposé tantôt, Martin le disait, nous allons donc parcourir ce texte qu'on a voulu structurer par thématique, dont la toute première qui est une forme de préambule ou de base zéro, qu'il est utile, je crois, de rappeler, c'est la nécessaire coordination de l'action politique en la matière et le caractère transversal et multiniveau de celle-ci. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, mais il était bon, je crois, de le rappeler et aussi de se donner les moyens de le faire. Et comme ça a pu être fait avec l'invitation de 15 ministres, ou de 14 ministres, pardon, dans le courant du mois de mars, c'est de travailler de manière structurelle à ce que tous les interlocuteurs politiques, à travers une conférence interministérielle dédiée, se réunissent pour coordonner les actions à mener. Ça nous semblait être un préambule et un préalable indispensable. Et au-delà des partenaires institutionnels que nous sommes, nous n'imaginions pas non plus travailler sur les conditions de vie des étudiants sans intégrer ceux-ci dans le processus. Et je crois que c'est pour ça qu'on appelle ça la co-construction. Donc les publics cibles et les témoins du vécu intégrés, en tout cas dans les groupes de travail spécifiques aux conditions de vie des étudiants, ça nous semblait indispensable. Et je pense que c'était bon de le rappeler comme trame à l'ensemble de nos travaux. Et ensuite, nous pensons qu'il y a toute une dimension relative à la collecte de données pertinentes, de données utiles, avec là derrière aussi la question finalement des indicateurs qu'il faut pouvoir activer pour qu'à un moment donné, on ait une forme d'évaluation permanente de la situation des étudiants, de leurs conditions de vie et donc aussi, malheureusement, de leur précarité dans certains cas. C'est pourquoi il y a tout un chapitre sur cette approche donnée, quantitative, mais aussi parce que là derrière, on pense la possibilité, avec les enseignements que l'on en tire, de piloter qualitativement et toujours mieux la politique que nous voulons mettre en place pour lutter contre la précarité étudiante. Et ça prend, je pense que c'était une idée largement acceptée par la plupart des parlementaires, la voie, même si on sait que certaines choses existent, mais la voie d'un observatoire de la vie étudiante qui justement pourra jouer un rôle de recherche scientifique et de travail sur l'information et de pouvoir donner autant que possible une sorte de thermomètre permanent de la situation des étudiants. Évidemment, la collecte de données de manière plus large, elle se fait par des outils qui sont mis en place aussi au sein de l'administration. Mais donc, il y a toute une réflexion là-dessus dans le cadre du RGPD. Évidemment, nous ne faisons pas abstraction de cela, mais on pense que par de multiples étapes de certains dossiers à l'administration et par les informations dont disposent certains partenaires de l'enseignement supérieur, nous pouvons mieux utiliser cette source de données et d'informations pour piloter la lutte contre la précarité des étudiants. C'est à travers probablement aussi l'outil e-paysage ou le décret paysage lui-même dont on a rappelé que l'allongement des études contribuait à une forme de fragilisation des étudiants, et c'est la raison pour laquelle on veut aussi se donner les outils et les moyens de comprendre ce phénomène, par ces points-là en tout cas, en gros et en très large. Merci. On passe alors à un troisième chapitre qui quitte les considérations d'ordre général et de coordination et de récolte des données pour mieux piloter, qui est un chapitre lié au coût des études directes, les coûts directs des études, comme on les appelait historiquement. On a simplement trouvé une formulation différente ici en divisant les coûts généraux en coûts des études et coûts de la vie étudiante. Mon collègue Demeuse vous présentera dans quelques instants les questions de la coût de la vie étudiante. Ici, chapitre 3, donc, les frais d'inscription, les frais administratifs, les supports de cours, les stages, le matériel de cours, avec d'abord une réflexion en termes de coûts stricts d'inscription, donc là, directement les coûts d'inscription, avec évidemment un rappel de la volonté de la DPC de l'extension du gel du Minerval à tous les cursus qui ne sont pas visés aujourd'hui. Une question liée au Minerval qui aujourd'hui dépasse les Minerval universitaires
et qui doivent dès lors être réduits au taux universitaire, considérant que celui-ci doit donc représenter le maximum des taux d'inscription. Une question sur l'élargissement des conditions d'accès au statut d'étudiant à conditions modestes. Vous savez que derrière ce statut, il y a des baisses automatiques de Minerval. Il y a donc là pour nous un travail essentiel à élargir ces conditions. Et puis, un autre élément qui sont directement liés aux frais d'inscription, même s'ils en sont périphériques, c'est toute la question des frais administratifs que certaines, principalement dans les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, mais pas que, réclament lors des inscriptions, avec la volonté que nous vous présentons de les cadastrer, de les objectiver et de les limiter en travaillant à terme à leur suppression de l'ensemble de ces frais complémentaires lors des inscriptions. Un deuxième volet de ce chapitre concerne alors les supports et les matériels de cours et les stages, avec d'abord une volonté plus, générale, qui est de revoir le décret concernant la gratuité et la démocratisation de l'enseignement supérieur afin de préciser ce qu'on entend par support de cours. Pour ceux et celles d'entre vous qui travaillez dans ce domaine, vous savez que c'est souvent une grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de clarté sur la définition exacte d'un support de cours. Donc ça, c'est un point. Corollaire de ce point, évidemment, c'est d'en assurer concrètement la gratuité pour les étudiants qui y ont droit, mais aussi de l'élargir aux étudiants de conditions modestes. Et puis, c'est de garantir cette gratuité, c'est-à-dire de s'assurer que nous mettions en place une procédure simple de signalement en cas de non-respect de cette gratuité pour l'ensemble des institutions. Et puis, j'en termine par un point essentiel qui est la question des stages, avec la volonté là d'aboutir sur une charte minimale généralisée d'accueil et d'encadrement, pour les stages, et donc là aussi d'encadrer les coûts inhérents aux stages. Et puis enfin, un mot sur la question potentielle de recourir à des alternatives de financement pour les supports et matériels de cours dans les ESA. Merci, M. Demeuse. Oui, et j'enchaîne donc sur le chapitre suivant qui concerne les coûts de la vie étudiante. On l'a dit, il y a effectivement les coûts directs des études, et puis il y a tous les autres coûts qui sont souvent très très importants, parfois les plus importants. On parle évidemment du transport, du logement, de l'alimentation, bref, tous ces autres éléments qui justifiaient aussi l'organisation de nos commissions conjointes et qui s'adressent ici, en termes de recommandations, principalement aux régions et également à l'État fédéral. D'abord, en ce qui concerne le transport, pour demander de continuer à élargir ces initiatives qui sont prises depuis plusieurs années maintenant pour améliorer l'accès aux établissements d'enseignement supérieur en matière de transport public, mais aussi pour améliorer la question des politiques tarifaires qui sont pratiquées pour les étudiants. La même demande est faite au niveau de la SNCB pour l'État fédéral. En matière de logement, là, on distingue la question du cadre régulatoire, c'est-à-dire de toute la législation telle qu'elle s'applique, et notamment ces questions de bail étudiant. On sait qu'il y a des systèmes de bail étudiant qui sont mis en place dans les différentes régions. L'idée est de pouvoir les analyser le plus rapidement possible pour faire évoluer le système, l'améliorer, pour aller notamment vers un système d'automatisation de l'accès au bail étudiant pour les étudiants. Également la mise en place de permis locatifs en vue de travailler aussi sur le prix du loyer pour le rendre plus abordable. La question aussi d'associer et d'intégrer systématiquement les étudiants dans toutes les initiatives qui sont prises en termes d'allocation loyer, en termes de garantie locative. Bref, ne pas oublier ces publics-là. Au niveau du fédéral, une demande très importante, c'est la demande de travailler à la suppression des obstacles qui sont liés au statut de cohabitant pour les étudiants. On sait que la colocation est encore une situation qui entraîne des conséquences compliquées pour les étudiants. Eh bien, il y a une demande forte de travailler sur ce point-là, exprimée vis-à-vis du fédéral. Et puis, il y a toute la question de l'augmentation de l'offre en tant que telle des logements, et notamment des logements à prix abordable. Et là, à ce niveau-là, il y a d'abord la volonté de cadastrer et d'objectiver les besoins. C'était une recommandation suggérée par plusieurs partis d'opposition, et donc c'est effectivement une étape qui est importante. Et puis il y a le travail sur l'augmentation de l'offre de logements en travaillant à la fois sur la construction et sur la rénovation des logements existants. Autre point important, c'est la création en Wallonie
d'un système d'agences immobilières sociales étudiantes, soit via les agences existantes, soit via la mise en place d'une structure en particulier. C'est évidemment le gouvernement qui décidera, mais il y a la volonté d'avancer dans cette direction, de travailler sur les collaborations entre structures et puis de soutenir toutes les expériences innovantes du logement intergénérationnel notamment. Et puis les deux derniers éléments qui sont contenus dans ce chapitre important, c'est toute la question des locaux d'études. On sait à quel point c'est important d'avoir des locaux qui soient bien équipés, qui soient accessibles pour les étudiants, aussi en collaboration avec les communes et avec les pôles académiques. Et puis le dernier élément, c'est la question de l'alimentation, où là on revient au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et où on demande par pôle académique de pouvoir travailler à l'accès pour chaque étudiant à une alimentation de qualité, mais aussi à des prix réduits. Voilà pour les quelques éléments concernant le coût de la vie étudiante. Merci. Madame Gréauly. Je vous remercie, Monsieur le Président. Depuis le début de nos débats, et les interventions de mes collègues l'ont prouvé, lutter contre la précarité que vivent les étudiants n'est pas qu'une question financière. Et d'ailleurs, on vient de le voir avec la présentation des chapitres précédents. Mais c'est aussi une question financière. C'est pour ça que je présenterai les quelques mesures et quelques orientations que nous proposons dans le cadre des allocations d'études. Alors, pour nous, il a vraiment été important de se dire qu'il fallait, une revalorisation des allocations d'études et qu'il fallait en faciliter administrativement l'accès, tant d'un point de vue administratif que d'un point de vue des seuils à partir desquels on pouvait y avoir accès. Mais ça concerne aussi, et c'est pour ça qu'on a voulu les inclure de manière explicite, à la fois les étudiants qui ne viennent pas d'un pays qui ressort de l'Union européenne et qui aujourd'hui ont aussi des difficultés à pouvoir y avoir accès, et suivant à la fois les recommandations du médiateur et à la fois les recommandations des personnes que nous avons auditionnées, nous avons aussi inclus la réflexion et, si possible, l'obtention pour les personnes qui sont formées dans le cadre de la PROMSOC de pouvoir accéder aux allocations d'études. Alors, pour le reste, ce sont des améliorations, des optimalisations, voire sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici. Deuxième aspect de cette difficulté que nous avons mis à l'intérieur de ce que j'appellerais un chapitre plus financier, ce sont les conseils sociaux, même si nous sommes tous conscients que le rôle des services sociaux dans les institutions ne se borne pas aux accompagnements financiers. Au contraire, il est principalement autre chose que les accompagnements financiers, mais dans le cadre de la crise Covid, et d'ailleurs dans le cadre des renforcements et des moyens supplémentaires mis par le gouvernement, on a vu que les moyens mis dans les services sociaux pour pouvoir mieux répondre aux besoins des étudiants étaient essentiels. C'est pourquoi nous recommandons à la fois d'en renforcer les équipes et d'en pérenniser le renforcement qui a eu lieu dans le cadre de la crise, et par ailleurs de tenter, afin que les étudiants soient tranquillisés dans la manière dont est géré leur dossier, de pouvoir avoir un travail au niveau de la commission au sein de la RES de la COVEDAS pour pouvoir harmoniser les pratiques. Je terminerai par une recommandation au niveau fédéral qui a trait aux revenus d'intégration, et dans ce cadre-là, nous proposons que soit enfin pris en compte le fait de supprimer la différence prise entre les étudiants boursiers et non boursiers dans l'octroi du revenu d'intégration sociale lorsqu'il concerne en fait la déduction ou non des montants gagnés dans le cadre d'un travail étudiant. Voilà qui termine la présentation que je me faisais un devoir et un plaisir de faire. Merci. Monsieur Vossert. Oui, excusez-moi. Je vous en prie. C'est le chapitre non-recours au droit de mon côté. Donc ça fait partie justement des constats, c'est que souvent les aides existent et on passe à côté. Et c'est ça qu'on doit pouvoir solutionner dans un premier temps. Ensuite viendra la question financière, d'autres
collègues ont déjà abordé ça, mais donc c'est d'adopter d'un point de vue réglementaire un décret cadre accessibilité. Ça, c'est un point qui vient en premier lieu. Et ensuite, c'est toute cette discussion, ce débat sur l'automatisation des droits, sur la simplification. Donc, l'automatisation des droits, c'est de créer un groupe de travail qui va réunir tous les acteurs compétents pour rédiger ce plan d'action pour une campagne 2022-2023. Ensuite, venons-en à la question de la simplification, puisque là, c'est indispensable et pas simplement pour les étudiants, mais aussi pour les acteurs de première ligne, comme les services sociaux et les CPS, c'est d'avoir ce fameux dossier social unique de l'étudiant. Alors, la coopération entre les intervenants, j'ai cité les acteurs de première ligne, et notamment les CPS, les DAPE et les conseils sociaux, en augmentant les contacts entre ces différents services et les formations destinées à un meilleur accompagnement. Charger la COVEDAS de clarifier le champ d'action des organismes fournissant de l'aide afin d'harmoniser les aides, parce que ça aussi, parfois, il y a les aides qui se complètent, mais parfois qui fassent un petit peu double emploi. Et donc, ça, ce sont des éléments importants dans la coopération. Et je finis sur l'information générale. Donc, je le disais au départ, il existe des aides, mais malheureusement, beaucoup passent encore à côté de ces aides. Donc, c'est renforcer l'information et puis s'adapter aussi aux nouveaux modes de communication, veiller au fait que des campagnes d'information et de promotion systématique soient faites au niveau des réseaux sociaux. Je le disais, c'est s'adapter à la nouvelle technologie. Et donc, dans ce cadre, je crois qu'on peut être pilote dans ces matières. Voilà pour ce chapitre important. Merci, M. Vossart. Mme Capompolé. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, dans le volet qualité de la vie, qui abordera notamment les aspects liés à la santé physique et mentale, et également la précarité menstruelle, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Commission communautaire française, l'idée était d'amener une recommandation relative à la mise en place de campagnes d'information en utilisant les nouveaux canaux, ou les canaux en tout cas utilisés par les plus jeunes, à savoir les réseaux sociaux, mais aussi au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur, avoir une campagne sur la vie relationnelle, affective et sexuelle, et tenir compte évidemment de la diversité et de la pluralité des publics, entre autres des personnes LGBTQIA+, ainsi que de leurs besoins spécifiques en matière de santé physique et psychologique. L'idée aussi, c'est d'avoir pour chaque étudiant, chaque étudiante, la possibilité d'accéder à un service gratuit de consultation psychomédicale organisé au sein de chaque pôle académique, d'encourager aussi le développement de cellules bien-être et diversité, soit au niveau du pôle académique, soit au sein de l'établissement quand c'est possible, et enfin de pouvoir développer le plus possible des projets pilotes par rapport à la mise à disposition de protection menstruelle gratuite et de surtout les généraliser dans tous les établissements à terme. Merci. Monsieur Beny. Monsieur le Président, si je peux compléter avec deux recommandations qui restaient effectivement évoquées dans ce chapitre-là rapidement. Effectivement, pour rebondir et dans la continuité de ce que Madame Capompolé disait, notamment en ce qui concerne les protections menstruelles et les moyens de contraception, il y a une recommandation spécifique pour la région wallonne qui vise à intégrer cette disposition dans la centrale d'achat du SPOE à destination des établissements d'enseignement supérieur. Et puis une autre demande qui est un bloc de demandes assez large et importante vis-à-vis de nouveau de l'État fédéral pour mettre en place toute une série de mécanismes pour faciliter la santé affective et sexuelle des étudiants, notamment les questions de tarifs préférentiels pour l'accès à la contraception, la délivrance des moyens contraceptifs par le personnel des conseils sociaux des établissements, d'autres questions aussi sur les questions de gratuité d'IVG pour certains types d'étudiantes dans toute une série de situations en lien avec les mutuelles. Bref, ce sont des réflexions qui sont intégrées également dans les demandes au fédéral. Merci, Monsieur Demeuse. Monsieur Corneli.
Et donc nous clôturons l'ensemble de ces revendications par quelques conclusions ou recommandations qui concernent des publics à besoins spécifiques. Tout d'abord, nous souhaitons que le décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif soit pleinement mis en œuvre. Nous n'imaginons pas un enseignement qui ne se donne pas les moyens de réussir le pari de l'inclusion, même si c'est un pari difficile. Au-delà de ce public cible-là, nous souhaitons aussi, parce que c'est impactant dans le parcours de l'étudiant, qu'il y ait un statut spécifique pour les étudiantes enceintes et les jeunes parents, comme ça peut se faire dans d'autres domaines, et pensons par exemple au sport. Nous pensons aussi qu'il faut encourager les autorités académiques à ne pas minimiser le phénomène de la prostitution étudiante, qu'elle soit masculine ou féminine d'ailleurs, et qu'elle se donne les moyens de lutter contre finalement ce phénomène sur les campus en étant plus proactif, notamment dans la communication et dans la lutte contre le phénomène. Et enfin, nous avons quand même constaté que pour l'étudiant étranger, il y avait toute une série de difficultés très concrètes à plusieurs niveaux d'ailleurs, plus souvent en collaboration avec le niveau fédéral, mais du garant à l'admission, à l'inscription, l'équivalence, toute une série de cas précis qui demandent et qui imposent qu'on ouvre une réflexion sur le statut de l'étudiant étranger. Voilà qui clôture les publics spécifiques pour lesquels nous avons quelques revendications et recommandations. Merci. Et ceci, du coup, Monsieur le Président, clôture l'ensemble du document. Vous avez vu, c'est dense, c'est riche. Je pense que c'est le résultat. Et j'aimerais le dire au nom des trois rapporteurs. Je pense pouvoir le dire au nom de tous les groupes, qu'on veut remercier à travers ce document l'ensemble des acteurs de terrain qui sont venus lors de nos auditions, puisque c'est leur matière que nous avons finalement transformée ici en ce document-ci. Et j'espère que dans la suite, nous pourrons atteindre, c'était l'objectif de ce texte, le suivi de l'ensemble des groupes parlementaires. Je crois qu'on a réalisé un travail qui est particulièrement remarquable, très vaste, certes, mais qui a le mérite de couvrir l'ensemble des champs couverts sous la question de la précarité étudiante. J'en termine là-dessus, Monsieur le Président, et je m'excuse d'avoir intempestivement repris la parole. Non, ne vous inquiétez pas. Monsieur Benil a demandé une intervention. Personne d'autre. Oui, merci Monsieur le Président. Ben voilà, maintenant que la présentation est terminée, j'avais levé la main un peu vite, désolé. Ben, déjà, vous dire que on va approuver le texte de recommandation, même si on a quand même des critiques à formuler sur certains points, et j'y reviendrai. Pourquoi on va l'approuver? Parce que voilà, il y a des recommandations dans ce texte qui vont vraiment dans le bon sens. Et donc c'est important de pouvoir approuver à ce niveau-là. Mais ce qui est le plus important aussi à notre avis, c'est que finalement ce texte n'est qu'un début. Ce qui compte, c'est que toutes ces recommandations, elles soient suivies très rapidement d'actes concrets par les différents gouvernements, parce qu'il y a vraiment urgence. On reste quand même avec ce sentiment désagréable qu'au bout du compte, avec tout ce travail qui a été fait, on a l'impression finalement que la montagne a accouché d'une souris. La lutte contre la précarité étudiante est un combat de longue date pour des milliers d'étudiants et pour leurs représentants. Depuis des années, de nombreux acteurs de terrain tirent la sonnette d'alarme sur la situation de plus en plus difficile d'un nombre croissant d'étudiants. Déjà avant la crise, il s'agissait d'un problème de premier plan, et cette crise, évidemment, a encore aggravé la situation. La crise a en effet grandement impacté les étudiants. 80 000 étudiants se trouvent dans une situation de précarité. Rendez-vous compte. Le nombre de bénéficiaires des banques alimentaires a doublé, selon l'Association pour la solidarité étudiante en Belgique. Tout le monde a encore en mémoire, d'ailleurs, les images de centaines d'étudiants qui ont fait la file aux banques alimentaires. Une enquête de la Fédération des étudiants francophones montre que 93% des étudiants estiment qu'un plan ambitieux de lutte contre la précarité étudiante est une priorité. Et donc ces auditions sur la précarité étudiante étaient nécessaires pour sensibiliser sur le problème, et elles ont le mérite d'avoir mis la lutte contre la précarité au centre du débat, en parallèle bien sûr des mobilisations, en parallèle de toutes les interpellations qui ont été faites, des actions de milliers d'étudiants qui ont encore eu lieu ces dernières semaines. Les 3 mois d'audition
et la bonne vingtaine d'acteurs de terrain que nous avons entendus, comme la FEF, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, la plateforme logement étudiant, l'administration, etc., tout ça a permis d'avoir une vue précise sur les problèmes et faire sortir des mesures qui vont dans le bon sens. Pour ne parler que d'un exemple, je citerai l'augmentation des montants des bourses pour couvrir les besoins réels des étudiants ou encore l'élargissement du seuil pour bénéficier d'une bourse. Tous ici, sans exception, ont appelé à des mesures ambitieuses pour répondre à la précarité étudiante. Pour nous, il était donc logique que l'enjeu de ces auditions soit de résoudre concrètement le problème de la précarité étudiante. Le PTB a dans ce sens fait plusieurs propositions. Nous avons proposé de réduire le Minerval pour l'ensemble des étudiants à son taux minimal actuel de 175 € contre les 836 € pour tous les étudiants universitaires, par exemple. Et cette mesure représenterait un investissement de l'ordre de 75 millions d'euros à charge de la communauté française, à savoir 0,63% de son budget total. 80% des étudiants pensent que cette mesure est prioritaire dans la lutte contre la précarité étudiante. La gratuité du Minerval existe déjà dans d'autres pays européens, le Danemark, l'Autriche ou l'Allemagne. Mais cela a été refusé par la majorité lors du vote de notre proposition de décret et à nouveau, quand nous avons proposé comme amendement la mesure dans le cadre de ces recommandations, voilà, ça a été également refusé. Nous avons aussi avancé la suppression des frais d'inscription complémentaires, comme le demande la FEF, également refusé alors que cela peut représenter plusieurs centaines d'euros par an. Le loyer représente 70% du budget étudiant, selon l'étude BDO, avec des coûts qui varient entre 300 et 500 € et qui sont en augmentation ces dernières années. Pourtant, notre proposition d'instaurer une grille contraignante des loyers pour les étudiants pour diminuer le coût du logement a été aussi refusée. Un dernier exemple, le PTB proposait une gratuité des transports en commun pour les étudiants, et ce à quoi la recommandation a abouti, reformulée par la majorité, est poursuivre le développement d'une politique tarifaire avantageuse pour les étudiants. 60% des étudiants utilisent les transports en commun au quotidien pour se déplacer. Et avec, par exemple, un abonnement annuel tech pour la Wallonie et SNCB, on monte déjà presque à 200 €. Et là, je dois dire, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas donné comme recommandation la gratuité des transports en commun pour les étudiants, puisque la gratuité des transports en commun pour les jeunes se trouve dans les accords de majorité tant des gouvernements wallons que bruxellois. C'est dans les déclarations de politique régionale. C'est dedans. Alors, si c'est dans les déclarations de politique régionale, comment expliquer qu'on ne recommande pas la gratuité des transports en commun pour les jeunes? Il y a vraiment une contradiction. La seule explication, en tout cas, que moi j'en ai, c'est que, oui, en effet, c'est dans la déclaration de politique régionale, mais en fait, on n'a aucune intention de le faire. C'est la seule explication que j'ai. Et donc, avec le PTB, on a l'impression qu'avec cette séance de conclusion, c'est un peu la montagne qui accouche d'une souris. Ce dont les étudiants ont besoin, ce qu'il faut pour lutter avec ambition contre la précarité étudiante, c'est de mesures fortes, le plus vite possible. À l'inverse, ce qui va être arrêté aujourd'hui, finalement, et c'est ce qu'on regrette, c'est qu'une liste de recommandations sans contrainte pour les gouvernements. Pour les étudiants, voilà, ça ne va pas changer leur quotidien et ils vont payer, malheureusement, le manque de volonté de la majorité. Et donc, pour conclure, Monsieur le Président, avec le PTB, vous pouvez compter sur nous. On n'arrêtera pas de soutenir tous ces étudiants qui se battent pour de vraies mesures, bien au-delà de ces recommandations. Je vous remercie. Monsieur Van den Borre a également demandé la parole. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Goedemiddag, beste collega's. Voor eerst mijn dank uiteraard aan collega Martijn Casier, maar ook alle andere collega's hier aanwezig vandaag voor deze uitnodiging. Het Parlement de la Communauté Française, sommigen beschouwen het misschien vanuit mijn perspectief, vanuit de Vlaamse gemeenschap als het hol van de leeuw of de haan in deze.
Maar ik vind het toch een eer om hier ook te kunnen worden uitgenodigd om... Van den Borre, mag ik gewoon zeggen dat er een vertaling gaat komen. Ja. Donc il y aura une traduction à la suite de l'intervention de monsieur Van den Borre, pour ceux qui ne sont pas habitués à la langue de Vondel. Eh bien, Monsieur Van den Borre, je vous remercie de cette invitation, de pouvoir venir ici discuter avec vous sur le sujet. C'est évidemment ici au sein du Parlement français, c'est un peu pour les Flamands un endroit qui peut-être ne pas correspondre à toutes ces conceptions. Mais je suis donc membre de la NVA et c'est la première fois que je viens ici. Donc je me félicite de pouvoir entamer ici un dialogue sur ce sujet. Dank u wel. Ja, dus de NVA is een gemeenschapspartij, dus ik vind het een positief gegeven dat we de dialoog aangaan en misschien in de toekomst meer kunnen aangaan tussen de gemeenschappen. Ik ben niet vertrouwd misschien met alle collega's hier aanwezig, maar ik denk persoonlijk, en denk vanuit mijn partij en uit de visie van mijn partij, ook bijvoorbeeld op Brussel, dat samenwerking op thema's zoals bijvoorbeeld onderwijs een meerwaarde kan betekenen voor beide partners. Bijvoorbeeld, ik verwijs naar het talenonderwijs, maar het onderwijsaanbod in het algemeen in Brussel, wetende dat de ene gemeenschap wat de ene gemeenschap doet of soms niet doet, natuurlijk onvermijdelijk een impact heeft op de andere gemeenschap. Il est un parti communautaire, mais il est important effectivement de pouvoir aborder le dialogue sur un certain nombre de sujets et de pouvoir coopérer sur certains thèmes tels que l'enseignement, par exemple, qui peut signifier une plus-value pour tous les partenaires. Également en ce qui concerne l'enseignement des langues. Et alors, en ce qui concerne l'enseignement à Bruxelles, que ce soit l'enseignement primaire, moyen ou supérieur, évidemment, il est important effectivement de pouvoir avoir une bonne entente pour arriver à une cohérence dans l'enseignement. Ja, en één element dat ik wil aanstippen is natuurlijk een correcte naamgeving van de instellingen die in de resolutie getiteld onder het Parlement de la Communauté Française. Dat is natuurlijk een element dat ik wil aanstippen. Maar verder inhoudelijk zie ik vooral bij punt 4 zaken die onder het gewest behoren. Dus ik ga me niet toeleggen op de andere gemeenschapsmaterie van de Franse gemeenschap. Dat laat ik uiteraard aan jullie. Maar ik zie bijvoorbeeld bij de gewestelementen toch een aantal positieve elementen wat mij betreft. Bijvoorbeeld de tarieven voor het openbaar vervoer. Om daar een gunstiger tarief voor studenten aan te bieden, dat lijkt mij zeker verdedigbaar. Ook wat huisvesting betreft, dan verwijs ik bijvoorbeeld naar een resolutie die we samen met CD&V hebben ingediend. Dus die denk ik op een gelijkaardige elementen behoudt als wat hier staat. Wat betreft het in kaart brengen van de studentenhuisvesting, uiteraard denk ik dat dat een goede zaak is. Dus ik hou het hierbij heel kort, denk ik. Bij de gewestelementen zie ik zeker geen zaken waar ik niet mee akkoord zou kunnen gaan. Nee, ik was eerst de correcte naamgeving van iets. Ah oui, donc il faudra évidemment veiller à ce qu'il y ait les bonnes dénominations des institutions. Alors, il y a une partie importante du texte qui concerne la compétence communautaire et qui sont donc d'application pour la communauté française. Mais ce qui nous est important pour nous, ce sont les matières qui ont une implication sur le plan régional. Et c'est par exemple au point 4, en ce qui concerne le coût de la vie des étudiants, en ce qui concerne les transports, le logement, c'est un point qui concerne donc les compétences régionales. Alors, les tarifs favorables pour les étudiants, c'est une chose que nous pouvons soutenir en ce qui concerne la question des transports. En ce qui concerne le logement, je voudrais vous rappeler que nous avons une résolution qui concerne le remboursement des frais pour le logement des étudiants et aussi la nécessité, et ça concerne aussi la nécessité d'avoir une politique sociale pour les étudiants qui se trouvent dans une situation précaire.
ça ne peut toutefois pas porter préjudice aux conventions de location d'habitation de droit privé et aux conventions concernant les locations d'étudiants. Dus dank u wel. Ik sluit af met de algemene conclusies dat wat mij betreft en mijn partij betreft, ik nogmaals de uitnodiging wil bedanken om hier het debat aan te gaan en dat wat mij betreft zeker in de toekomst ook een dialoog mogelijk moet blijven tussen de gemeenschappen en dat we dan dus uitkijken naar de verdere behandeling van dit thema ook in het gewest. Ik denk dat dat het voornaamste is wat mij betreft. Dank u wel. Et en guise de conclusion, je voudrais encore vous remercier également au nom de mon parti de cette possibilité de dialoguer avec vous. Effectivement, à l'avenir, on devrait pouvoir continuer à agir dans ce sens. Donc, je vous remercie. Dank u wel, meneer Van den Boer. Madame Zamouri, qui a demandé la parole. Dank u wel. Merci, Monsieur le Président. Même si Monsieur Casier m'a oublié tout à l'heure. Ah oui. C'est un Sofagate, hein? Sofagate. Voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Demain dans les journaux. Nee. C'est geen probleem. Moi, c'est Khadija Zamouri de Open VLD. En ik ben, moi aussi, pardon, je vais essayer de traduire ce que j'ai écrit en néerlandais. Goed, je vais faire un effort. Donc, je suis aussi honorée, franchement, d'être ici pour la première fois. Je ne savais même pas que c'était ici. Je suis désolée. Je ne savais pas où c'était, mais voilà, du coup... Et franchement, ça fait très, très plaisir d'être là, surtout quand il s'agit du sujet des étudiants. Des sujets des étudiants dont nous-mêmes, notre parti, on a notre ministre Sven Gatz, qui est en même temps... qui a les compétences multilinguisme dans la région de Bruxelles-Capitale, mais il est aussi ministre tutelle de l'enseignement néerlandophone à Bruxelles. Et ce que nous, on essaye autant que parti, c'est de nous rapprocher au mieux et le plus possible vers l'enseignement francophone, dans le sens qu'on trouve que c'est un potentiel d'avoir autant de langues ici à Bruxelles et de ne pas les utiliser et de ne pas faire des choses ensemble. C'est pour cela que Monsieur le ministre Gatz, il a lancé tout d'abord certains projets pilotes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour profiter de cette richesse dans laquelle on vit et qu'on n'utilise pas du tout, mais en même temps d'utiliser les compétences dans l'enseignement pour se renforcer mutuellement. Il n'y a pas pire que d'avoir une région à double vitesse, où il y a un enseignement néerlandophone qui va sur une course et l'enseignement francophone qui va sur une autre course. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà des petites zaadjes qui ont été semées, des petites graines qui ont été semées, comme l'école supérieure Francisco Ferrer et Erasmus Hogeschool, je pense, voilà, qui ont lancé il y a quelques années pour la première fois une formation des profs bilingues, francophones et néerlandophones. Tout ça pour déjà mettre, je me permets de le dire ici, comme ça ne nous arrive pas souvent d'être là pour parler de des choses pareilles. On essaye de semer des petites graines, même si la compétence est en Flandre pour l'enseignement néerlandophone, on trouve quand même, en étant ici à la région de Bruxelles-Capitale, qu'on doit oser expérimenter. Il n'y a pas un meilleur labo que la région de Bruxelles-Capitale. Au niveau local, donc je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Van den Boer sur une chose. Pas sur les autres. Sur une chose, c'est openbaar vervoer, bien sûr, donc tout ce qui est transport en commun et logement. Ce qui est quand même très important aussi et qui est à chaque fois terugkomend, qui revient, je ne sais pas le mot en français, qui revient à chaque fois, structurel, récurrent, voilà, structurel, récurrent, c'est les study places aussi.
La région de la Flandre est très très bien organisée sous la forme de BRIC. Je ne sais pas si vous la connaissez, maar si vous ne connaissez pas, tapez BRIK. Ze zijn zelf in het rapport Is dat uitgeschreven. echt Ja, mevrouw fantastisch? Zamour. Voilà, voilà. J'ai eu l'honneur d'être échevine pendant une année. Après, j'ai fait le choix de siéger uniquement dans le Parlement à Molenbeek-Saint-Jean. Et jamais il y avait des study places ensemble. Donc, c'est quelque chose que... C'est pas parce que je l'ai fait, mais je veux dire... c'est quelque chose... On doit commencer avec des choses pareilles. On doit se tendre la main. Et BRIC a ouvert des espaces, même dans des endroits purs francophones. Il n'y a aucun problème. Et dans des endroits purs néerlandophones, il y a des étudiants francophones et néerlandophones qui vont là pour trouver, parce qu'on parle de logement, un espace calme, rustique, où chacun peut étudier à l'aise. Donc je pense que ça sera pas mal. Quand il s'agit de ce dossier-là, étudiant le futur et le potentiel de notre région de Bruxelles-Capitale, qu'on se donne beaucoup plus la main. Et voilà, j'ai dit. C'était bien mon français? C'était très bien. Merci pour l'effort. Parfait. Je pense que toutes les personnes qui souhaitaient prendre la parole l'ont eu. Est-ce que je peux me permettre alors, Monsieur le Président, de supposer, même s'il n'y a pas de vote formel ici entre nous, puisqu'on va faire une résolution interparlementaire, c'est-à-dire que chaque Parlement, comme je l'expliquais tout à l'heure, aura à s'exprimer dans ses propres instances. Est-ce que je peux me permettre de supposer des différentes félicitations que j'ai entendues et que je pense qui sont faites pour l'ensemble des acteurs auditionnés et pour l'ensemble des acteurs qui étaient dans le groupe de travail, c'est-à-dire tous les partis confondus? Est-ce que je peux me permettre de supposer que tout le monde se retrouve dans l'ensemble des recommandations de ce texte? Parfait. Alors, je vous en remercie. Moi, je tiens également à remercier tous les acteurs des différents parlements, les rapporteurs, les groupes de la majorité comme de l'opposition, les services qui ont été au taquet pour satisfaire tout le monde. Et pour cette expérience un peu particulière, compliquée administrativement, mais qui finalement montre que quand on veut, on peut. Et c'est essentiel quand il s'agit de s'attaquer à des problématiques aussi importantes que la précarité des étudiants. Donc bravo à toutes et tous pour cet effort et puissions-nous espérer que le travail pourra continuer dans les différentes instances. Merci. Dans le timing, on a 3 minutes pour manger si on veut reprendre à 14h.